Good afternoon, everyone. Thank you for coming back for the last session. Bonsoir et merci d'être de retour pour cette dernière séance cet après-midi. Merci d'être encore éveillés pour nos discussions sur le bien-être et la qualité de vie. J'ai du mal à voir si vous êtes nombreux parce que j'ai les spots de lumière dans les yeux. Mais oui, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens. Donc bienvenue. Bienvenue à cette session de soirée qui s'intitule « La croissance de ceux qui comptent ». Et nous allons voir comment les entreprises peuvent apporter à la qualité de vie, au bien-être et au bonheur des parties prenantes. Je suis Isabelle Sébastien, je travaille à l'Institut pour un avenir durable à l'Université de Sydney en Australie. Et je suis donc chercheur scientifique et mes travaux de recherche portent sur la manière dont nous pouvons encourager les entreprises à créer les conditions qui vont permettre de promouvoir le bien-être. Et il m'est arrivé, grâce à ces recherches, de rencontrer des personnes extraordinaires, de très belles entreprises. Et c'est un plaisir pour moi que de vous présenter nos trois orateurs pour cet après-midi qui sont venus partager leurs aventures avec vous et qui vont jeter un éclairage très intéressant sur cette idée de la croissance de ceux qui comptent et de ceux qui comptent du point de vue de l'entreprise. Donc, je vous présente Thomas Jelly, qui est directeur de l'Institut de la qualité de vie chez Sodexo. Et Michel Landel nous parlait hier lors de la séance d'introduction. Il est le PDG de Sodexo. Et Sodexo est une entreprise de restauration collective et de services qui emploie près de 420 000 personnes dans 80 pays dans le monde. Et Sodexo a 75 millions d'interactions avec ses clients tous les jours. Donc, c'est une entreprise véritablement internationale. L'entreprise est présente dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités. Thomas nous en dira plus tout à l'heure sur l'histoire de Sodexo. Mais je dois dire d'entrée de jeu que la raison d'être de Sodexo, c'est d'améliorer la qualité de vie de ses parties prenantes. Cela a toujours été la mission de l'entreprise depuis sa création dans les années 60. Donc, c'est un exemple tout à fait adapté à notre sujet aujourd'hui. Nous avons également Nancy Hay, qui est directeur du What Works Center for Wellbeing au Royaume-Uni. Il s'agit là d'un organisme gouvernemental qui se concentre sur la recherche pour essayer de voir quelles sont les données disponibles qui permettent de vérifier ce qui fonctionne pour améliorer le bien-être dans les entreprises, dans les organisations. Et ce centre a initié des exercices de dialogue et met à disposition des entreprises toute une série d'outils qui leur permettent d'améliorer le bien-être en entreprise. Donc, Nancy va vous expliquer tout cela plus en détail tout à l'heure. Et ensuite, Nicole Vanderbilt, qui est la directrice du développement international de Etsy. Etsy est une plateforme de e-commerce avec 1,4 million d'artisans qui vendent leur production sur cette plateforme de commerce en ligne. C'est une entreprise extrêmement intéressante, comme vous allez le voir, car c'est une entreprise basée sur ses valeurs et dont la mission est de réinventer les échanges commerciaux pour un monde qui nous permettent de mieux nous épanouir. Donc, c'est vraiment en lien avec notre sujet de ce soir. Donc, bienvenue à nos trois panélistes. Merci d'être venus quelquefois de si loin. Je vais vous passer la parole dans un moment. Je voulais simplement prendre quelques minutes de votre temps pour poser les bases de la discussion
établir le contexte, vous parlez de qualité de vie, de bonheur, car bien souvent ces deux mots sont utilisés de manière interchangeable et cela peut créer de la confusion. On ne sait pas toujours ce que les gens veulent dire quand ils parlent de bien-être et de joie ou de bonheur. Donc, je vais essayer de vous résumer ma recherche en 3 diapos. Vous savez très bien que c'est une tâche absolument impossible. C'est mission impossible réellement, mais je vais essayer. Permettez-moi tout d'abord de dire que parmi les universitaires qui travaillent sur ces thématiques, tout le monde est maintenant d'accord sur une définition de ce que sont le bonheur et le bien-être. Néanmoins, nous sommes tombés d'accord sur la mesure du bonheur et du bien-être. Et c'est là-dessus que je souhaitais me concentrer un petit peu pour que vous compreniez bien ce dont l'on parle. Je vais faire une petite expérience avec vous, si vous permettez. Si vous avez un papier, un crayon, j'aimerais que vous répondiez à 3 questions et que vous écriviez la réponse sur votre morceau de papier. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à partager, c'est simplement pour vous amener à réfléchir. Mais on y reviendra dans une minute. Première question que je souhaitais vous poser. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à votre vie? Vous notez votre niveau de satisfaction par rapport à la vie, à votre vie, entre 0 et 10. 0, je ne suis pas satisfaite. 10, je suis totalement satisfaite ou satisfait. Donc, vous réfléchissez et vous notez le chiffre, ou vous vous en souvenez. Ensuite, je vais vous demander de réfléchir aux choses qui, dans votre vie, vont influencer votre niveau de satisfaction. Quand je vous ai posé la question de noter votre niveau de satisfaction, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? À quoi avez-vous pensé? Donc, il y a peut-être 1 ou 2 choses à laquelle vous avez réfléchi lorsque vous avez évalué le niveau de satisfaction que vous ressentez dans votre vie. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour ma question suivante? Désolé, on va un peu lentement. Question suivante. Au cours des 24 dernières heures, quelles sont les émotions que vous avez vécues? Et sur une échelle de 0 à 10, le niveau d'intensité avec lesquels vous avez vécu ces émotions. Donc, dans les 24 dernières heures, est-ce que quelqu'un vous a vraiment agacé? Est-ce que quelqu'un vous a vraiment surpris? Vous a vraiment attendri? Ou est-ce que vous étiez simplement content? Donc, vous notez, vous marquez ça sur le petit morceau de papier. Et vous notez. Et dernière question, sur une échelle de 0 à 10, dites-nous ce qui vous motive dans la vie. Quelle est votre motivation dans la vie? Est-ce que vous avez... est-ce que votre vie a un sens? Vous nous notez ce sens-là de 0 à 10. Et ensuite, vous réfléchissez à ce qui vous a amené à choisir ce chiffre, cette note que vous avez donnée, pour dire que votre vie a plus ou moins de sens. Très bien, on reviendra à tout ça dans une minute. Et maintenant, j'en arrive à la mission impossible. Je vais résumer des années de recherche en 3 diapos. Ici, vous avez une compilation de différents domaines de recherche qui ont tenté de voir ce qui contribue à notre joie, sens du bonheur ou du bien-être. Et ce sont là les facteurs les plus souvent cités et qui sont ressortis dans nos recherches. Donc, par exemple, le niveau de vie, le niveau de revenu, qui fait évidemment une composante importante de notre bien-être. Mais vous avez également plein d'autres choses, comme vous le voyez, qui sont citées comme étant très importantes, comme l'accès à l'éducation, ou vivre dans un environnement sûr, la santé, les relations au sein d'une communauté. Tous ces éléments se sont avérés être des éléments qui ont un impact sur notre sentiment de bonheur dans la vie.
Il y a différents moyens d'évaluer le bonheur et c'est ce que nous avons fait dans notre petite expérience que nous venons de mener ensemble. On peut évaluer le bonheur et le bien-être de différentes manières. La première question que je vous ai posée aujourd'hui, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à votre vie? Sans doute avez-vous réfléchi aux points qui sont listés ici. Vous avez réfléchi à ce qui s'est passé dans le passé. Vous avez donc pensé long terme. Vous avez ensuite pensé au présent. Vous vous êtes dit, ben voilà, mon boulot, il va bien. Ma relation affective va bien. Ma santé va bien. Donc tout cela, c'est en lien avec votre satisfaction de la vie. Ensuite, je vous ai demandé dans les 24 dernières heures quelles sont les émotions que vous avez vécues. Là, on parle du court terme. Et on parle de ce que l'on ressent. Et on voit si nos émotions sont positives ou négatives. Et enfin, la toute dernière question. Est-ce que notre vie a un sens? Eh bien, là, on est en train de regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qui me permet d'avancer? Pourquoi est-ce que je me lève tous les matins pour aller travailler? Donc, ce sont les trois façons de mesurer, d'évaluer le bonheur et le bien-être. Et toutes ces sphères, bien entendu, s'influencent mutuellement. Nos expériences émotionnelles vont avoir un impact sur notre perspective d'avenir. Donc, de toute façon, tout influence tout. Et il est très difficile de déterminer les conditions et les causes du bonheur parce qu'il y a trop de variables qui entrent en jeu. Donc, c'était une façon de parler du bonheur et du bien-être, de vous donner un petit peu de contexte quand on parle de qualité de vie. Autre façon d'envisager le bien-être et le bonheur, c'est de parler du bien-être social. Bien souvent, les politiques parlent du bien-être à ce niveau-là. Ils vous parlent de la situation sociale, économique, de la santé, de la vitalité culturelle, de la vitalité des communautés. Tout cela au niveau de la société. Et la qualité de vie, en revanche, ça part des expériences personnelles, de notre niveau de vie, du bon équilibre travail-vie personnelle, de notre santé, de notre niveau d'éducation, etc., etc. Ensuite, à un autre niveau, vous avez le bien-être émotionnel. Et là, on parle du bien-être psychologique, d'avoir les gens qui donnent un sens à leur vie. Et ensuite, on passe à la dernière sphère, ce qui nous motive. Et tout cela, on voit que ça influence notre bien-être dans la société, va influencer notre qualité de vie, va influencer notre bien-être émotionnel, etc. Et bien entendu, la façon dont nous nous ressentons va influencer notre qualité de vie, et notre qualité de vie va avoir un impact sur le bien-être de la société autour de nous. Donc tout est interconnecté. Je voulais donc partager avec vous ces quelques idées. Et vous savez qu'on parle souvent de qualité de vie, bien-être, bonheur. Je voulais, pour ma part, vous montrer comment chacun de ces points pouvait être vu. Je suis bien consciente qu'il ne s'agit là que d'une interprétation, qu'il n'y a pas une réponse unique. Maintenant, pour notre session, aujourd'hui, on va essayer de ne pas se laisser emprisonner au piège des définitions. Et nous allons essayer de voir ce que peuvent faire les entreprises pour établir des conditions qui permettraient d'améliorer la qualité de vie de leurs employés, de leurs clients, de leurs fournisseurs et des communautés dans lesquelles elles sont présentes. Et je vais donc maintenant passer la parole à Thomas
qui va nous proposer sa présentation. Après chaque orateur, on va prendre quelques temps d'échange avec le public afin de partager. Et nous prendrons des questions après chacun des orateurs. Puis, nous essaierons d'avoir un véritable débat pendant la dernière demi-heure de notre séance aujourd'hui. Merci. Thomas, à vous la parole. Merci. Bon après-midi, mesdames et messieurs. C'est un véritable plaisir pour moi que d'être ici et que de participer à cette réunion. Je suis Thomas Jolly et je travaille pour l'Institut Sodexo pour la qualité de vie. Quelques informations personnelles pour commencer. Je suis moitié britannique, moitié français. Donc, j'espère pouvoir répondre à vos questions en français. Alors, de profession, de formation, je suis avocat. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats à Londres pendant quelques années. Et puis après avoir travaillé sur des affaires qui appliquaient les droits de l'homme et les problèmes environnementaux, je me suis rendu compte que le droit n'était pas ma tasse de thé. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la responsabilité sociale des entreprises. Et j'ai démissionné à 30 ans. Je suis retournée à la fac, j'ai étudié le développement durable et j'ai réinventé ma profession. Et c'est comme ça que j'ai abouti chez Sodexo, où je suis depuis 5 ans et demi. Et il y a 2 ans, j'ai rejoint l'Institut Sodexo pour la qualité de vie. Alors maintenant, quelques mots sur notre institut. Sodexo est une entreprise. Sodexo est une entreprise assez remarquable d'ailleurs. Donc je vais vous montrer les chiffres. Sodexo a été fondé à Marseille, dans le sud de la France, en 1966 par Pierre Bellon, qui reste le président de l'entreprise. Et lorsque Pierre Bellon a fondé l'entreprise en 1966, il l'a fait avec une mission tout à fait précise. Sa mission se déclinait sur 2 axes. Tout d'abord, contribuer à la qualité de vie de toutes les personnes servies par Sodexo, y compris les salariés, et de contribuer au développement social, économique et environnemental de tous les pays où Sodexo travaillait. Et ça reste vrai aujourd'hui. L'entreprise travaille dans 80 pays avec beaucoup de salariés, puisque je fais partie des 420 000 salariés de Sodexo. Donc, cela fait de Sodexo le plus gros employeur privé au monde. Que faisons-nous chez Sodexo? Eh bien, en résumé, on améliore la qualité de vie et on le fait de différentes manières. On le fait en apportant des services aux personnes sur le site des clients. Ça peut être, qui peuvent être une prison, une université, une plateforme de forage offshore. Ça peut être une base militaire. L'idée étant que nous apportons des services de restauration ou des services qui peuvent aller jusqu'au facility management. Et Sodexo est bien entendu le leader dans le secteur des bénéfices et récompenses. Donc, nous avons des systèmes de récompenses. Ça a commencé par les chèques restaurants, qui est sans doute la carte la plus connue au monde et qui est émise par Sodexo. Mais ça peut être des bons d'achat pour des gens qui vivent en prison. Et ces bons peuvent être utilisés pour que les prisonniers puissent offrir tel ou tel service. Autre activité, eh bien, ce sont les solutions à la personne. C'est pour l'instant notre secteur d'activité le plus petit et ce que nous faisons pour l'instant, c'est proposer des services à la personne, aux personnes âgées qui sont à domicile. Donc, vous voyez que nous avons différents types d'activités et différents types de services. Et moi, mon rôle dans l'Institut, c'est de réfléchir largement pour que nous puissions comprendre quels sont les éléments qui améliorent la qualité de vie, qui suscitent la qualité de vie, qui sont des parties constituantes de la qualité de vie, et quel est le lien entre améliorer la qualité de vie des personnes et les performances d'une entreprise, quelle que soit sa taille ou le pays dans lequel elle opère.
Et tout cela m'amène sur un certain nombre de choses que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, simplement pour faire avancer le débat. Nous avons mené notre première enquête sur la qualité de vie et les performances au début de l'année 2015. C'est une enquête qui a permis d'interviewer 780 personnes dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les universités, dans différents pays. Et vous aviez des marchés matures Sodexo industrialisés, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays qui sont des pays émergents. Et dans l'enquête qui a été menée, nous avons demandé à nos décisionnaires quelles étaient leur perception de la qualité de vie et ce que cela voulait dire pour l'entreprise. On leur a demandé quel était le rôle d'une entreprise pour améliorer la qualité de vie de ses salariés, mais également de ses clients. On leur a demandé, mais qui est responsable de la qualité de vie et du bien-être dans une entreprise? Quelles sont les initiatives qui sont menées? Quels sont les obstacles rencontrés? Et plus important pour notre avenir à tous, nous leur avons demandé comment ils voyaient la qualité de vie et quelle était l'évolution. Et est-ce que la qualité de vie pourrait être un facteur clé pour les entreprises à l'avenir? Et il y a quelques bonnes nouvelles dans tout cela. La très grande majorité nous ont dit que pour eux, améliorer la qualité de vie dans leurs entreprises était une priorité. Et pour eux, c'était même pour certains une priorité stratégique. Ils nous disent que dans tout le secteur, il n'y avait pas d'ailleurs de grosses différences entre un directeur d'hôpital, un PDG d'entreprise ou un recteur d'université. Donc là, c'est très réconfortant. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de différences d'un pays à l'autre. Vous avez... on se pensait qu'on aurait des plus forts taux de réponse dans les pays industrialisés où les gens ont le luxe de se poser ce genre de questions. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a obtenu comme résultat. Et vous voyez que cette question du bien-être est très importante, quel que soit le niveau de développement du pays. Et quand on en arrive à la dernière partie de l'entretien, et c'est ce que je trouve le plus important, on a demandé à ces décisionnaires quels seraient pour eux les leviers principaux de la qualité de vie dans les années à venir. Et voici les résultats. Nombre d'entre eux nous disent que tout va être tiré par la demande, par la volonté de l'utilisateur final, du client. D'autres nous ont également parlé des nouvelles générations qui ont de nouveaux besoins, qui vont essayer de tirer cette nouvelle demande. Et tous ont reconnu à l'échelle macro qu'il y avait des pressions politique, que la réglementation, les lois évoluaient. Et c'était là les trois leviers clés pour faire remonter la question du bien-être en haut des priorités des entreprises ou des organisations. Maintenant, les défis. Alors, on n'a pas été franchement surpris par le premier défi cité, c'est-à-dire le coût. Les entreprises considèrent que le bien-être est un coût. Chez nous, on considère que c'est plutôt une valeur qu'un coût. Mais beaucoup nous ont répondu qu'il y avait des problèmes de coût, qu'il y avait aussi des problèmes de culture, et puis qu'il était compliqué de mesurer l'impact. Comment est-ce qu'on va démontrer le lien entre l'amélioration sur ce point et les performances de l'organisation? Donc voici les résultats de notre enquête. C'est la première enquête que nous ayons menée de manière transversale entre les différents secteurs et à travers le monde. Et cela nous aide à soutenir notre conviction qui est que le bien-être permet aux individus de progresser et permet aux entreprises de progresser. Je vais vous quitter avec ces quelques informations. Vous avez là mon adresse web, mon adresse mail, et bien entendu, je suis prêt à reprendre le débat avec vous tout à l'heure. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Donc, nous allons prendre quelques minutes. Je vais vous demander de vous tourner vers la personne qui est assise à côté de vous et de parler pendant une minute, de ce que vous avez appris de la présentation de Thomas et quels sont vos sentiments, ce que vous ressentez suite à la présentation de Thomas. Je vous donne une minute.
Okay. They turned my mic off, so I couldn't stop you. On m'avait coupé mon micro, donc je ne pouvais pas vous arrêter. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter. La minute est passée. Mais je vous donnerai une autre minute après Nancy. Est-ce que quelqu'un a une question très urgente à poser à Thomas? Pas une question de débat, hein, des questions urgentes de précision. OK. Je voulais juste savoir, vous venez de nous montrer des chiffres, et je voulais savoir ce que vous avez fait concrètement chez Sodexo pour améliorer la qualité de vie de vos salariés. Ce que vous faites concrètement maintenant. Oui, celui-là, il marche. Merci pour cette question. Eh bien, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Tout d'abord, Sodexo emploie un très grand nombre de personnes et n'utilise pas beaucoup de machines, pas beaucoup de terres, pas beaucoup de propriété intellectuelle. Donc, nous, notre richesse, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent avec nous. Et nous travaillons beaucoup à la diversité et la richesse de l'entreprise, sa capacité à répondre aux besoins de clients très, très différents va se fonder sur la diversité de nos salariés, la diversité des sexes, des convictions religieuses, des origines ethniques. Et donc, nous travaillons beaucoup à la diversité. Ensuite, nous avons fait un choix tout à fait conscient d'être inclusif et d'accueillir cette diversité, que ça fonctionne pour les gens. Et donc, nous, comme entreprise, nous devons refléter la diversité des gens que nous servons au quotidien. Et donc, c'est par là que ça commence chez nous, c'est la diversité. Et nous accueillons toute personne chez Sodexo. Et puis, il y a d'autres leviers complémentaires qui permettent d'améliorer la qualité de vie à l'intérieur de l'entreprise. Tout d'abord, nous sommes engagés en termes de développement durable, que ce soit au niveau de nos achats, de la santé et sécurité de nos salariés au travail. Et où qu'ils soient, nous travaillons pour améliorer leur santé, leur sécurité. Nous sommes une entreprise d'hommes et de femmes, donc nous ne pouvons... Notre valeur, c'est la valeur de chacun de nos salariés. Et l'engagement est un facteur absolument crucial. Et nous savons que la chose clé pour la qualité de vie au travail, ce sont les relations. Les relations entre pairs et les relations entre le salarié et son manager. Donc, ce souci de partage au sein de l'entreprise et d'ouverture est clé. Et dernier levier ou dernier pilier pour cette qualité de vie, c'est la formation et le développement personnel. Sodexo s'est rendu compte que pour de nombreuses personnes qui rejoignent l'entreprise, il fallait que cette entreprise soit un ascenseur social. Il fallait que cette entreprise permette aux gens de se développer, de progresser dans leur vie. Donc la formation, le développement individuel, c'est pour nous clé pour améliorer la qualité de vie des salariés de Sodexo. Merci Thomas. Est-ce que cela a répondu à votre question? Ok, très bien. Donc, je vais passer la parole à Nancy. Nancy va nous parler de ce qu'ils font au sein du centre What Works for Wellbeing au Royaume-Uni. Bonjour, je m'appelle Nancy Hay, je suis directrice du What Works Center for Wellbeing, le centre pour le bien-être et ce qui fonctionne. Le Premier ministre a mis en place ce centre pour voir ce que les organisations peuvent faire pour améliorer le bien-être. Et je veux dire les organisations, je veux dire les gouvernements locaux, les entreprises et les communautés, y compris les ONG, les organismes de charité, etc.
ainsi que des communautés non organisées, c'est-à-dire des gens qui se réunissent simplement, que ce soit un quartier ou une même profession. Et on essaie de voir également ce que les individus peuvent faire, mais le Premier ministre se concentre sur les organisations. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. En supposant que l'on parle principalement du bien-être ici dans les entreprises, on regarde comment c'est lié à la performance. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que travailler, c'est faire plus que simplement un acte de présence. Donc, vous pouvez apprendre des choses, vous avez un sens d'objectif dans ce que vous faites. C'est de l'innovation dans la collaboration, réduire le coût de l'échec et c'est un but en soi. Les entreprises qui ont un meilleur niveau de bien-être ont une meilleure performance, mais on ne sait pas encore pourquoi ni comment, et c'est ce qu'on essaie de déterminer ici. Ce que l'on dit, c'est que le bien-être, ça va au-delà de la santé. Ce modèle de bien-être vient de l'OCDE, qui est une organisation internationale qui s'est penchée sur le bien-être. Et on essaie de voir ce que compose le bien-être. Et vous avez différentes zones du monde. Il y a des comparaisons qui ont été faites. Et je crois que je voudrais commencer par le pourquoi. Pourquoi c'est important? Je crois que précédemment, on a parlé de PIB ici. Est-ce que c'était le but ultime? Et je voudrais faire dérouler cette vidéo. Parce que ça... For the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. Donc ça, c'était en 1968. En fait, le PIB, même s'il n'a jamais été conçu pour faire ça, le PIB ne compte pas les choses qui sont importantes. Le bénévolat, ça ne comprésente pas la participation civique, le temps libre, la démocratie ou la liberté. Il tient compte d'autres choses qui sont associées à la baisse du bien-être, le coût du transport pour le travail, le divorce, le crime, la reconstruction après le crime, le PIB monte. Et s'il y a reconstruction après un tremblement de terre, par exemple, le PIB augmente. Donc, ils ont commencé à ajouter le trafic de drogue et la prostitution parce que c'est autorisé dans certains pays. Donc, ça fait partie du PIB. Donc, ce n'est pas exactement ce que l'on veut mesurer quand on parle de progrès social. Donc, beaucoup de vecteurs pour le bien-être vient de ce besoin de mesures complémentaires du progrès social. Donc, il s'agit d'autre chose que simplement de l'argent. L'argent, bien sûr, est important jusqu'à un certain point, mais il y a des retours qui diminuent ensuite. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un diagramme du PIB en bas et de la satisfaction de la vie. C'est la question qu'Elisabeth vous a posée au début. Isabelle vous a posée au début. Donc, c'est la tendance que vous avez. Ça, c'est des données de 2010, mais c'est assez cohérent. Ça reste la même chose maintenant. Donc, oui, il y a un lien entre le bien-être et l'argent ou le PIB, mais ça n'est pas toujours cohérent. Donc, il y a des pays où on s'attend à ce qu'on a un bien-être bien inférieur à cause du PIB. Et vous les voyez en haut, à gauche. Il y a beaucoup de pays qui ont un bien-être bien inférieur par rapport à ce qu'on attend vu leur PIB. Et vous avez le Royaume-Uni ici au milieu. Je ne sais pas où était la France. Ce qui est intéressant, c'est que même si on a beaucoup augmenté le PIB ces 40 dernières années, la satisfaction au niveau de la vie est restée à peu près la même. C'est ce qu'on appelle le paradoxe Easterling. Donc, on est plus riche, mais on n'est pas plus heureux. Au Royaume-Uni, après la récession, vous voyez, ça a augmenté un petit peu, le PIB a augmenté, on ne sait pas pourquoi. Je crois que c'est parce qu'on a pu l'éviter. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Le PIB a diminué, mais ce qui est intéressant, c'est que le bien-être a augmenté. Ensuite, il s'est effondré. Donc, on est plus sensible aux pertes plutôt qu'aux gains. Donc, si ça monte, c'est très bien, super, mais ça n'augmente pas, à moins qu'il y ait un effet durable.
Un exemple particulier, c'est que si vous êtes au chômage pendant plus d'un an, vous avez un impact négatif sur votre bien-être, c'est-à-dire que ça reste avec vous pour toute la vie. Par contre, une augmentation de salaire, c'est bien, vous avez une augmentation de bien-être, mais c'est un petit saut et ça ne dure pas. Et c'est ce que l'on voit avec beaucoup de choses. Il n'y a pas d'impact durable. Mais le chômage, c'est à peu près le seul impact durable que l'on voit, surtout si ça dépasse un an. Au Royaume-Uni, il y a eu beaucoup de blagues sur l'indice du bonheur, mais le débat acquiert en maturité et on peut dire que les scientifiques disent oui, on est heureux, mais on n'est pas en meilleure santé et le PIB augmente, mais ce n'est pas pour ça qu'on est plus heureux. Je crois qu'il faut souligner que ça change au fil du temps, au fil de votre vie. Les hommes et les femmes dans le monde entier, en général, vous êtes assez heureux jusqu'à 20 ans à peu près. Ensuite, ça descend. Ça descend et on touche le fond à 48 ans et ensuite ça augmente, ça ne fait qu'augmenter. Donc vous êtes plus heureux quand vous êtes plus âgé. Et c'est probablement physiologique. Les chimpanzés connaissent le même cycle. Donc, je crois qu'on ne peut pas éviter cette crise de la quarantaine. Mais il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour essayer d'atténuer cette chute. Ce n'est pas une coïncidence que le taux de suicide soit le plus élevé dans la fin de la trentaine et à la quarantaine. Mais il y a des choses qui peuvent atténuer ça, la santé mentale, les relations sociales, le bien-être au travail pendant longtemps et ensuite les soins dont vous avez bénéficié dans les premières années de votre vie. Pourquoi est-ce que c'est important? Donc, votre bonheur ou votre bien-être subjectif affecte votre durée de vie, votre immunité, votre physiologie. Cela peut protéger votre santé générale, vous protège des maladies, maladies de cœur et l'emploi également et l'efficacité au travail. Mais on ne sait pas encore exactement pourquoi. Et il y a aussi beaucoup d'autres impacts sur différentes choses, mais on sait que c'est important. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Donc, on va un petit peu récapituler. Si vous faites Google, voilà ce que c'est. Vous êtes heureux, vous êtes zen, vous sautez en l'air de joie et vous avez des pommes, la santé, le Dalai Lama qui est un homme heureux. Et vous avez des familles, des connexions sociales. Je crois que le bonheur est un petit peu dominé par l'industrie de la santé, du fitness et les aspects écologiques également. Mais c'est dominé également par cette image de la joie, les émotions positives. Et pas seulement sauter de joie, ça peut être calme pendant 10 minutes, mais en fait, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Au Royaume-Uni, on a fait un débat national sur ce qui est important et comment on devrait mesurer notre progrès au niveau national. Il y a 41 domaines différents, mesures et 10 domaines différents. Et ce qu'on essaie de mesurer, c'est comment est-ce qu'on s'en sort en tant qu'individu, en tant que communauté, pays, et est-ce que c'est durable pour l'avenir. Et en particulier, il y a la question du bonheur subjectif. Donc, je vous ai demandé si vous êtes satisfait de votre vie dans nos statistiques nationales, on vous demande si vous pensez que votre vie vaut le coup, si vous êtes heureux. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on mesure parce que on veut rendre les gens plus heureux. Et je crois qu'on devrait leur poser la question. Je vais vous donner un exemple de comment ça a été inclus dans une organisation. Donc, il y avait 4 questions qui ont été incluses dans tous les services civils depuis 3 ans et on voit des différences intéressantes. Qu'est-ce qui contribue au bonheur? Pourquoi est-ce que ça change? Donc, vous rappelez peut-être votre score. La moyenne pour les travailleurs de l'administration, c'est 7,7. Et si vous êtes vraiment très heureux, c'est entre 7 et 10. Sur 10. Les 64%
des gens qui travaillent pour l'administration sont heureux. Et vous avez les plus grandes organisations, le top 60, les grandes services du gouvernement, et ensuite les organisations qui ont le score le plus faible. C'est bien sûr le Trésor, la collecte des taxes, etc. Et vous voyez qu'il y a 52% qui sont assez heureux, puisque ils sont à 76%. Et vous êtes malheureux si vous êtes en dessous de 5 sur 10. Et ce n'est pas les mêmes personnes que celles qui sont dans des situations socio-économiques difficiles. À partir de ces recensements, on a vu que le bonheur subjectif s'est associé à l'engagement, l'index d'engagement. Je ne sais pas si vous connaissez cela, c'est comment les gens s'engagent dans leur travail. C'est-à-dire que vous êtes là, mais vous ne faites pas grand-chose, vous êtes acte de présence, ça c'est l'inverse. Et vous avez en général un taux de bien-être élevé si vraiment vous êtes actif au travail. On a fait des recherches. Quand votre bonheur est supérieur pour un employé, il y a un certain nombre de choses qui sont associées à cela. L'autonomie, comment pour travailler, les opportunités d'utiliser vos compétences, la sécurité de l'emploi, des perspectives claires, la satisfaction au travail. Ça a un impact sur tout un tas de mesures